Les parquets est l'une des institutions omniprésentes dans l'administration de la justice en RDC. Mais son statut juridique, son organisation et la mission sont assez complexes et difficiles à cerner dans la foulée des acteurs de la justice. Si historiquement, les concepts parquets désignaient en France les strates qu'occupaient les représentants du roi lorsqu'ils prenaient la parole devant les juges, les parquets renvoient aujourd'hui à un office et se personnifient davantage aux membres du corps des magistrats, appelés tantôt organes de la loi, tantôt officiers du ministère public ou procureurs dans les jargons congolais. D'après la loi fondamentale qu'il avait instituée pour chaque juridiction de l'ordre judiciaire, de l'ordre administratif et même près la Cour constitutionnelle, c'est ce qu'on peut lire à l'article 149 de la Constitution. Raison pour laquelle l'on peut pertinemment s'interroger sur les rôles de cette institution. Comment est-il organisé et quelles sont ses attributions? Voilà autant de questions que soulèvent les parquets comme acteurs de la justice et qui font l'objet de cet entretien avec l'un des praticiens des droits. Justicia, pour tout savoir sur les droits. Merci beaucoup pour la question. Je commencerai également à remercier ces téléspectateurs qui ont eu les soucis de chercher à comprendre comment fonctionne la justice. Le rôle du parquet, le parquet fait partie des institutions judiciaires. Ça veut dire que les institutions judiciaires sont composées du siège et du parquet. Et les magistrats du parquet, c'est la police de la société. Les magistrats du parquet, ils veillent à l'exécution des décisions, des lois et des règlements, ainsi que des décisions de justice. Il veille sur l'ordre public. Il a parfois certaines missions conformément à la loi, les missions à caractère purement civil, mais pour les personnes qui sont protégées par la loi et lesquelles personnes ne sont pas à mesure de défendre leurs propres intérêts, la loi reconnaît la prérogative à l'officier du ministère public qui est le magistrat du parquet à pouvoir exercer l'action de manière à protéger les droits de ces personnes-là qui sont des personnes faibles de la société. Et la mission du magistrat du parquet, c'est de rechercher les infractions, de réunir les preuves, de retrouver les auteurs présumés coupables. Une fois les preuves réunies, les auteurs présumés coupables retrouvés, les déférer devant les cours et tribunaux, soutenir l'accusation et lorsque le tribunal condamne, il se charge d'exécuter la décision du tribunal. Voilà un peu résumé la mission du magistrat du parquet. Est-ce que le parquet est habilité de traiter des faits civils? Je le disais en incise lorsque je parlais de la mission du magistrat du parquet. Certes, le magistrat du parquet est plus actif dans la matière pénale. Mais il arrive que la loi donne des prérogatives au magistrat du parquet d'intervenir en matière civile. C'est comme ça que pour les faibles d'esprit, pour la matière des successions, pour la matière des enfants, le ministère public a certaines prérogatives de la loi qui lui permettent d'initier, d'être partie principale dans une action civile dans l'intérêt de ces personnes-là. Quand je parle de faibles d'esprit, je peux vous prendre ça par un exemple. Une personne âgée de 95 ans. Vous voyez un peu avec l'espérance de vie en Afrique, une personne de 95 ans n'a plus sa lucidité totale. Alors, au risque que cette personne ne puisse être en mesure de dilapider ses biens de manière quelque peu moins orthodoxe, il est souhaitable qu'on puisse placer cette personne sous un régime particulier. Faute pour les membres des familles de solliciter ces régimes-là, le ministère public, qui est le protecteur de l'ordre social, peut initier une action après avoir mené ses investigations et constater qu'effectivement la personne n'a plus sa lucidité totale, placer cette personne sous le régime de tutelle. Donc là, le ministère public intervient dans une action civile alors qu'il n'a pas les prérogatives civiles. C'est la volonté du législateur, mais il est plus actif en matière pénale. Alors, quels sont les faits que doivent traiter les parquets? Les parquets traitent des faits infractionnels. Ils traitent des faits infractionnels lorsqu'une infraction est constatée. Les OPJ constatent l'infraction, comme le ministère public peut lui-même constater l'infraction. L'infraction est déférée devant le ministère public. Celui-ci, dans le cadre de l'instruction du dossier, il l'instruit, il vérifie
est-ce que l'inculpé, la personne qu'on a déférée devant lui, est coupable. Dès qu'il conclut la culpabilité, il va saisir les cours des tribunaux en vue de solliciter, d'exercer l'action publique pour solliciter la condamnation de cette personne. Et lorsque les cours des tribunaux condamnent la personne, c'est encore le parquet qui s'occupe de l'exécution de la peine. Alors, quand est-ce qu'un citoyen congolais peut saisir directement les parquets? Le citoyen congolais peut saisir le parquet à tout moment et dans n'importe quelle circonstance, à la condition qu'il y ait les faits pour lesquels le parquet doit être saisi. Je dis ceci que même une personne qui n'est pas intéressée par une infraction, mais je commencerai plutôt par la personne victime. Toute personne victime d'une infraction peut s'adresser à un officier du ministère public. Celui-ci va le recevoir, il va acter ses déclarations, il va proposer à son chef hiérarchique direct l'ouverture d'un dossier d'une nature particulière par rapport aux faits, et le dossier ouvert va enclencher les poursuites au niveau du parquet. De même, toute personne qui n'est pas victime, mais qui est quand même intéressé parce que la participation à la bonne administration de la justice, c'est un devoir citoyen de tout Congolais. Tout Congolais doit contribuer à la bonne administration de la justice. Le Congolais ne restera pas oisif, passif, non inquiété par le fait qu'une infraction est en train de se commettre à gauche et à droite. On peut saisir le parquet par une dénonciation. On vient dénoncer au parquet qu'il y a une infraction qui est en train d'être commise à tel endroit, de manière à ce que la machine judiciaire se mette en marche et les poursuites vont être enclenchées. Le ministère public lui-même, réellement parlant, il ne pourrait pas rester dans son bureau. Son travail serait de sillonner les artères des avenues, vérifier où est-ce qu'il s'est commis une infraction. Dès qu'il constate l'infraction, il met la machine judiciaire en marche, l'action publique est mise en mouvement et cette action publique va aboutir aux poursuites qui vont donner lieu à la condamnation et à l'exécution d'une peine. Mais souvent, on ne voit pas le ministère public sur le terrain pour constater les différentes infractions qui s'opèrent sur le terrain. Il est évident qu'ils sont combien les ministères publics pour un pays à la dimension d'un continent. Il faudrait qu'il y en ait autant. Nous ne voudrons pas ici faire une comparaison entre notre pays et d'autres pays, mais nous sommes une particularité. Mais au vu de la dimension de notre pays, il aurait fallu qu'il y en ait plusieurs, les ministères publics. Mais même s'il n'y en a pas, la loi a été organisée de manière à ce qu'il a été mis à côté du ministère public les officiers des polices judiciaires qui se trouvent être les yeux et les oreilles de l'officier du ministère public. Ceux-ci ont pour mission d'aller ça et là, rechercher les infractions, réunir les preuves et déférer les auteurs présumés devant le ministère public, lequel va exercer l'action publique une fois l'instruction préjuridictionnelle terminée. Il en est de même de tout citoyen qui constate une infraction et devra quand même contribuer à la mise en mouvement de l'action publique. Et l'action publique étant mise en mouvement, le ministère public va se saisir et fera son travail convenablement. Nous avons pour officiers de police judiciaire les éléments de la police nationale congolaise. Ces éléments ont une double mission. Ils ont d'abord la mission de policier. Et la police a une fonction préventive et une autre fonction répressive lorsqu'il intervient dans ses attributions qui relèvent du pouvoir judiciaire. Alors, dans sa mission préventive, lorsqu'un comportement civil est susceptible d'aboutir à un trouble de l'ordre public, le policier peut intervenir et il va gérer ces problèmes sans se référer à l'officier du ministère public parce que c'est une affaire purement civile. Mais lorsque le comportement des individus trouble l'ordre public et devient constitutif d'une infraction, dans ce cas-là, il va se référer à son chef qui se trouve être l'officier du ministère public. Alors, quelles sont les infractions qu'un officier de police judiciaire peut retenir? Il peut constater toutes les infractions, sauf celles pour les poursuites desquelles la loi a exigé qu'il y ait plainte préalable. Je voudrais dire ceci, toute infraction qui est commise, le ministère public, plutôt l'officier de police judiciaire est au courant, il se saisit d'office, il constate. Mais il y a certaines infractions pour lesquelles la loi a estimé les poursuites ne peuvent pas être engagées d'office. Il faudrait qu'il y ait une plainte préalable de la partie victime. Je note par exemple l'adultère. Je parlerai ainsi de l'infraction de la grivolerie et autres infractions, grivolerie d'aliments, grivolerie des services. Ce sont des infractions pour lesquelles les poursuites sont subordonnées à la plainte de la victime. Tant que la victime n'aura pas déposé sa plainte, les poursuites ne peuvent pas être enclenchées. On demande à un justiciable quel doit être son comportement lorsqu'il est arrêté arbitrairement. Même un justiciable qui est arrêté dans le respect de la loi, il vous dira qu'il est arrêté arbitrairement. Mais je note que la loi a organisé les choses d'une autre manière.
La première des choses, c'est que la Constitution a prévu que toute personne poursuivie doit être assistée à toute étape des procédures, même devant les services spécialisés. Quand je parle de services spécialisés, ça veut dire les services de sécurité, je pense ici à l'ANER, je pense à la DEMIAP et autres. Et lorsque vous êtes assisté d'un avocat, cet avocat-là devient déjà un témoin qui est prêt à dénoncer les irrégularités lorsque celles-ci sont commises. De deux, apprécier de soi-même que l'arrestation est arbitraire, je doute un peu fort. Il y a encore un autre degré d'état mis, parce que lorsque une personne est arrêtée par l'officier de police judiciaire, celui-ci a un délai de temps 48 heures pour déférer la personne devant l'officier du ministère public, lequel ne pourra pas le maintenir au-delà des 5 jours. Et dans les 5 jours, l'officier du ministère public a l'obligation de présenter l'inculpé en chambre du conseil. Et en chambre du conseil, nous serons devant les juges de la détention. Celui-ci devra vérifier la légalité, l'opportunité et l'opportunité de la détention. Donc, il va vérifier si la détention est conforme à la loi. Est-ce que la détention est opportune? Il vérifiera également la régularité de la détention. Est-ce qu'on a détenu en respectant les délais de la loi? Et les juges en chambre du conseil en tirera les conséquences qui s'imposent. Une partie qui n'a pas trouvé gain de cause, dont les juges n'ont pas pu accéder à sa demande de mise en liberté provisoire, va relever appel. Il y a un second degré en chambre du conseil qui devra plancher seulement sur la détention. Donc vous comprenez déjà que la défense de droits des parties poursuivis est suffisamment organisée par les législateurs au point que me demander qu'est-ce qu'une personne doit faire si elle est arrêtée arbitrairement. Elle doit directement actionner les mécanismes en passant par ces chambres du conseil là, et voir qu'on puisse revisiter les conditions dans lesquelles elle a été arrêtée. Lorsqu'un officier de police judiciaire arrête arbitrairement, la personne arrêtée peut, par son conseil, venir saisir l'officier du ministère public, je parle ici du procureur de la République. Celui-ci, par une réquisition d'informations, va demander à ce que l'officier de police judiciaire lui communique toutes affaires cessantes le dossier en vue de vérifier et de répondre aux doléances de la partie qui est venue saisir le procureur de la République. Et en troisième lieu, nous n'allons pas oublier que l'officier de police judiciaire, c'est un justiciable. Autant que l'est le magistrat, tous nous sommes des justiciables. Et nul n'est au-dessus de la loi. Lorsque par un comportement quelconque, un magistrat, un officier de police judiciaire ou tout citoyen viole la loi, arrêté arbitrairement, j'estime que c'est sanctionné par l'article 67 du Code pénal, livre 2e, nous sommes passibles de poursuites. Et il y a des ministères publics, il y a des juges, des magistrats qui vont les condamner comme on condamnerait tout citoyen. Il y a des juges des OPJ qui vont le condamner comme on condamnerait tout citoyen. Au-delà de tout ça, il y a l'action disciplinaire qui menace l'officier de police judiciaire. Lorsqu'il arrête arbitrairement, il dépend sur le plan disciplinaire en matière judiciaire du procureur de la République. Celui-ci a la prérogative de l'interpeller, de constater sa faute disciplinaire et de le déchoir. Ça veut dire lui relever, lui retirer son habilitation. Alors, en ce moment-là, cet officier de police judiciaire que j'appelais le kamikaze ne va plus prester. Vous voyez les différents mécanismes qui menacent un officier de police judiciaire qui ne respecte pas bien son travail. Avant d'entrer en fonction, un officier de police judiciaire doit prêter serment. Il prête serment devant le procureur de la République. C'est celui-là qui reçoit leur serment et leur en donne acte. Ce qui fait qu'au secrétariat du procureur de la République, il y a un dossier individuel de chaque officier de police judiciaire. Dans la logique normale des choses, chaque fois qu'un officier de police judiciaire transmet son procès verbal, les dossiers étant attribués à un magistrat, ce magistrat, tout en instruisant ce dossier, il devra relever les observations qu'il va falloir faire à l'officier de police judiciaire par rapport au travail qu'il a fait. Il doit soumettre par un rapport ces observations au procureur de la République. Celui-ci, par une lettre, il va retourner ce rapport, les observations à l'officier de police judiciaire, à son chef de poule et à son chef administratif direct. C'est ce qui va valoir sa cotation. Donc je note qu'il y a un dossier individuel de chaque officier de police judiciaire qui pourrait déterminer sa cotation. En toute sincérité, est-ce que les Congolais doivent-ils faire confiance en notre justice? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Imaginez-vous un peu la République démocratique du Congo sans justice. Mais c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Ça sera la jungle. Ça sera la loi du plus fort. Ça sera le sauve qui peut.
Mais le Congo aura sa justice. Le Congo a sa justice. Et il faut que les Congolais aient confiance en la justice. Et quelles que soient les failles qui peuvent être constatées, je ne suis pas là pour faire l'avocat de la justice dont je suis moi-même un acteur, mais je note que les efforts sont conjugués pour que les Congolais puissent bénéficier d'une justice à la hauteur du développement dont les Congolais sont en train de rêver. Et ne pas faire confiance en la justice, c'est nier le développement. Il n'y aura pas de développement sans justice. Et suivez un peu notre devise: justice, paix et travail. Monsieur le journaliste, c'est la justice qui pacifie la société et la paix permet aux gens d'aller au travail. Et ne pas espérer en la justice, c'est un reniement de sa propre personne. Moi, je ne peux pas me renier, je crois en la justice et je sais qu'il y a et il y aura une bonne justice dans ce pays. Si les gens continuent à se plaindre qu'il n'y a pas de justice, je dois me sentir interpellé. Et me sentir interpellé suppose qu'est-ce que je n'ai pas fait pour ramener la justice au diapason des attentes de la société. En me posant la question de savoir ce que je n'ai pas fait, je vais faire mieux. Et lorsque je ferai mieux, la société va retrouver la justice qu'elle recherche et le gouvernement fera son travail. Le gouvernement a une mission. Le gouvernement, je ne suis pas le conseiller du gouvernement, mais je sais que j'ai un devoir, j'ai prêté serment de faire application de la loi, d'obéir à la loi et de pacifier ce pays en étant un maillon dans l'engrenage de l'administration de la bonne justice. C'est plutôt une interpellation personnelle qui peut être ma préoccupation de me dire qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour que les gens cessent de crier en l'absence de la justice, quand bien même les efforts sont fournis pour qu'on ait un temps soit peu une justice dans ce pays. Je vais m'interpeller et le message plutôt pour moi serait de multiplier des efforts pour que la loi soit appliquée dans sa rigueur et que la société soit protégée par la loi. Justicia, pour tout savoir sur les droits.